m'excuse par avance. Alors, ok, j'ai compris. Non, ça me marquait que tu enregistrais la réunion. Donc oui, je disais, je m'excuse par avance si jamais j'ai la voix qui squeeze un peu ou si je me mets à tousser, c'est parce que je suis enrhumée. Donc je suis Claire Dorseuil, je suis sophrologue, je suis éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse et j'interviens auprès de mineurs et de leurs familles et souvent aussi dans des couples en devenir parce que les mineurs que je suis ont entre 16 et 18 ans, donc certains sont déjà en couple. Et j'habite à La Réunion, et à La Réunion, il y a parfois une tendance à pouvoir se mettre en couple très jeune, avec une méconnaissance de la communication dans le couple. Donc j'interviens aussi auprès de ces couples-là, qui connaissent mes appétences pour la communication bienveillante. Et j'intervenais encore cet après-midi pour un jeune qui m'a appelé au secours. Donc voilà, je suis sophrologue et dans le cadre de la sophrologie également, j'utilise la communication bienveillante dans l'accompagnement familial. Voilà, donc j'utilise la sophrologie partout, même quand je suis éducatrice, dans le foyer dans lequel je travaille, puisque je travaille en foyer depuis 12 ans. Voilà, et je suis à mon compte en sophrologie depuis 2 ans. Voilà, une double étiquette. Oui, mais c'est marrant, c'est bien, j'aime bien la diversité. Ça marche. Voilà. Et il fait froid chez nous, c'est pour ça que je suis couverte. On est en hiver. Chez nous, il fait très chaud. Hein. Georges, c'est ton tour. Oui, alors moi, je suis conseiller conjugal et familial et visiteur de prison et président d'une association qui s'occupe des détenus à l'intérieur pour essayer de les préparer à la sortie, ce qui n'est pas très facile. Et je suis aussi visiteur accompagnateur, c'est-à-dire on me donne un ou deux détenus en libération conditionnelle qu'il faut suivre. Parce que bon, sortir quand on a 4-5 ans, c'est encore le minimum, quoi. Les codes de la société, c'est plus les mêmes, quoi. Voilà. Donc, j'attends. Merci. Un autre. Rosalie? Oui, bonjour. Moi, je travaille dans une maison d'édition qui publie des ouvrages dans, on va dire, la connaissance et l'éducation pour les parents, les professionnels et les étudiants en supérieur. Et en parallèle, je suis indépendante complémentaire. Le couple m'intéresse parce que j'ai longtemps été wedding planner et depuis maintenant 2020, j'ai entamé des formations diverses pour être conseillère en relations amoureuses et sexuelles. Yes, merci. Nord, peut-être? Ouais. Oui, bonsoir. Bonsoir, Jeanne. Du coup, moi, on va dire que je suis une camarade de Aubin d'il y a très, 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 très longtemps. J'ai vu le lien passer et puis j'ai dit que je viendrais assister pour voir ce qui s'est dit, ce qu'il y a d'intéressant à apprendre. Nickel. Ok. Lynn? Ah, le micro est coupé. Non, ok. Alors, désolé, c'est coupé parce que j'ai les enfants derrière, en fait. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, c'est pourquoi j'ai coupé le micro. Il n'y a pas de problème. Alors, il faut se présenter, c'est ça? Yes. Oui, rapidement, en quelques mots. Rapidement. En quelques mots. Alors, en quelques mots, je suis Lynn Ambeu et je suis dans la finance. Rien à voir avec les couples et tout, parce que j'ai tout compris. Vous êtes des pros dans ça. Mais je ne suis pas pro, mais j'ai quand même
des expériences en fait dans le couple que j'aimerais et qu'ensemble on va partager. Et Eudou, c'est un de mes petits beaux et j'ai voulu participer pour échanger avec vous et apprendre aussi avec vous. C'est Merci. tout en Eh bien, petit. bienvenue. Merci. Ah, Tatiana, ça tombe bien. Oui, bonsoir. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Désolée pour le petit retard. Il n'y a pas de problème. On faisait un tour de présentation. D'accord, ok. Donc, je m'appelle Tatiana, j'ai 23 ans. Je suis étudiante en alternance, donc en contrôle de gestion. Et j'entame actuellement ma relation avec mon conjoint et bientôt on compte concrétiser. Donc, ma présence ici, c'est d'apprendre à mieux communiquer avec mon conjoint et éviter des problèmes de communication. Voilà. Cool. Nickel. Eh bien, bienvenue, Tatiana. Merci beaucoup. La croix, peut-être. Il y a un écran marqué la croix, oui. Ouais. Qui n'est pas été. Ah. Alors, L'écran marqué la croix. peut-être Valentin, tu vas prendre le relais avant que... Bonjour tout le monde, moi c'est Valentin, j'ai 26 ans et je fais partie de la team Grillage Mind avec Aubin, qui est un espace d'échange d'expériences de vie dont le but est d'aider les personnes à réaliser les projets personnels, notamment à améliorer le bien-être et aussi à résoudre les blocages inconscients. Voilà. Donc, je vais un peu compléter par rapport à ce que Valentin a dit. Moi, c'est Aubin, 32 ans. Donc, plus concrètement, on organise beaucoup d'ateliers pluridisciplinaires où on invite des gens de différentes compétences pour aborder des problématiques sociétales. Donc, ça peut être dans le couple, ça peut être dans le travail, ça peut être dans l'entrepreneuriat. Et l'objectif, c'est de soulager de la douleur psychologique. Qui dit problème dit beaucoup de douleur psychologique. Donc, on a deux valeurs qui nous tiennent le plus souvent à cœur, c'est la vulnérabilité et le dépassement de soi. La vulnérabilité parce qu'on estime que voilà, quand on partage des difficultés qu'on a eues, ça permet à d'autres de les éviter. Et surtout le dépassement de soi parce que voilà, le but, c'est pas de jouer dans la victimisation, c'est de trouver des solutions. Donc, c'est un peu ça qui sert de fil conducteur. Ça, c'est tout ce que je peux dire en termes de présentation pour Gashman. Je ne sais pas si la croix veut se présenter, mais sinon on peut commencer. Juste un petit rappel dans le processus. L'idéal serait que Claire partage son propos par rapport à une question. Ensuite, ceux qui veulent intervenir interviendront. Et puis les autres participants pourront poser des questions et tout. Ça, c'est un peu la formule qu'on a trouvée qui marche assez bien jusqu'à présent. Donc voilà. Claire, je te laisse prendre le relais. Bien. Alors, on avait prédéfini un peu en préparant cette réunion, ce webinaire, un petit programme basé sur des questions qui étaient déjà arrivées sur d'autres webinaires, puisque c'est le 3e qu'on fait sur la communication bienveillante dans le couple. Et on avait, Aubin a construit ce programme et ensuite on a travaillé ensemble dessus. Le premier point qu'on voulait aborder, c'est la notion de dominant et de dépendant dans le couple et comment réagir quand l'un, par exemple, dans le couple se mure dans le silence ou que l'autre se mure dans l'agressivité. Dans l'agressivité, ça ne veut pas forcément dire l'agressivité physique, ça peut être des fois une agressivité verbale ou en tout cas ce qui peut être vécu par l'un des deux comme de l'agressivité verbale. Il faut savoir que l'agressivité verbale, ce n'est pas forcément ce qu'on appelle vulgairement les gros mots ou les insultes. Ça peut être un dénigrement, c'est une agressivité verbale. Ça peut être quand on donne toujours tort à l'autre en permanence dans le couple et dans la discussion.
ou même ça peut être le silence tout court. Le silence peut être une agression, peut être vécu comme une agression. Donc en ça, je disais que le manque de communication devient une agression et peut être vécu comme un manque de reconnaissance et un manque de respect. Et selon les valeurs que l'on a, selon le degré là où l'on place notre valeur, le silence, les mots mal choisis peuvent être vécus comme une agression. J'avais émis plusieurs phases à la préparation de ces webinaires. Par exemple, en prenant l'exemple d'une personne dans un couple où l'un des deux attend une réponse de mutation, par exemple, et ne n'obtient pas sa mutation. Et que celui qui n'obtient pas la mutation vit ça comme un échec personnel et du coup reporte sur son conjoint ou sa conjointe cet échec. Ouais, il y a un écho, je ne sais pas d'où ça vient. Vas-y, je pense que... Ouais, c'est bon. Voilà. Et donc, du coup, comment vivrait... l'un vivrait ça comme un échec et reporte cet échec sur le conjoint ou la conjointe. Parce que souvent, ce qui se passe dans un couple, c'est que la première personne qui vient absorber les émotions de l'autre ou qui vient faire écran ou éponge ou tout ce qu'on veut aux émotions de l'autre, c'est le conjoint ou la conjointe. Parce que difficulté d'évacuer autre part, parce que difficulté d'aller se parler à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, le conjoint ou la conjointe va être ce premier mur émotionnel qui prend tout. Et j'ai pris l'exemple donc la personne n'a pas eu sa mutation et au lieu de communiquer son mal-être, va se taire profondément, ne va plus du tout communiquer avec son conjoint. Même si la personne va venir en disant comment tu te sens, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu veux qu'on discute, voilà. La réponse est le blackout total des mots. Quand c'est comme ça, la première étape, c'est d'accepter que le conjoint ou la conjointe ne veuille pas communiquer. Ce qui peut être très compliqué, parce que la première chose qu'on aurait envie de faire, c'est de savoir comment il va, de savoir comment il se sent, qu'ils nous disent, qu'ils nous donnent des pistes sur comment réagir. Alors que le premier état dans lequel se mettre, c'est un état d'acceptation. J'accepte que mon conjoint ne veuille pas communiquer. Si on donne l'obligation à l'autre de communiquer, soit il va se renfermer encore plus, soit il va lui-même prendre ça comme une agression de son espace, de son besoin du moment, son besoin étant le silence. Et quand on vient forcer la communication, ça peut être vécu comme une violence. Donc on accepte. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui est le plus facile à faire. Ensuite, la deuxième étape, c'est dans un même temps d'accepter que ça nous mette en colère. C'est-à-dire qu'il faut dans le même temps pouvoir accepter que l'autre se taise, que l'autre ne communique pas, et en même temps accepter que cette situation-là nous mette en colère. Ça ne veut pas dire reporter la colère sur l'autre, ça veut dire « Ok, j'ai le droit aussi d'être en colère de la situation ». Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. On peut écrire notre colère, mais l'écrire vraiment telle qu'on la ressent. C'est-à-dire s'il y a des mots durs qui sortent, et ben on l'écrit. Tu me fais chier quand tu me parles pas, j'ai l'impression de pas exister, je suis un meuble, tu me prends pour qui, tu me respectes pas. On sort notre colère, on l'écrit. On peut aller courir, pour ceux qui aiment bien le sport. On peut regarder des films, pour ceux qui sont cinéphiles, ou des séries télé. On peut extérioriser toute cette colère, ou en parler à quelqu'un, une amie, un ami, un proche, voilà, il m'énerve en ce moment, il refuse de parler avec moi, voilà. Ok, je suis en colère. Donc c'est une double étape presque concomitante, quoi. C'est-à-dire qu'en même temps, j'accepte que l'autre ne veuille pas parler, et en même temps, j'accepte ma propre émotion du moment. Ensuite, dans le temps, donc ça peut être quelques heures, comme ça peut parfois être quelques jours, on va essayer de détecter chez l'autre
des signes qui montreraient qu'il serait propice à communiquer à nouveau. Ça peut être des signes, ça peut être des regards, ça peut être un sourire, ça peut être cette impression que tout d'un coup, il va accepter notre présence, de juste être là dans la même pièce. Voilà. Ça peut être une phrase anodine. Tu veux bien aller acheter le pain ou ça te dirait de prendre un café ou, enfin, voilà. On essaie de capter quand est-ce que c'est opérationnel pour la communication. Et puis nous, quand on voit que c'est opérationnel, quand la personne qui est gênée par ce manque de communication se rend compte que c'est bon, c'est le bon timing, on peut nous-mêmes proposer d'être à nouveau ensemble. Ça peut être, mon chéri, tiens, il y a un nouveau film sur Netflix ou sur Prime Video, est-ce que tu veux qu'on le regarde ensemble? Ou ça peut être, si on a des enfants, ça peut être, oh bah, est-ce qu'on n'irait pas ensemble chercher les enfants ce soir à l'école, ou si on a le temps. Ça peut être, on peut faire le même coup, celui du café ou du thé. Je me fais un thé, est-ce que tu en veux un? Enfin, voilà, on essaye de recréer du ensemble. Et puis, une fois que le mot ensemble paraît juste pour chacun des deux dans le couple, on peut se remettre à communiquer sur le sujet. Alors là, il y a un peu deux modes d'entrée en pratique. Soit c'est l'autre qui vient à nous et qui se met enfin à verbaliser son sentiment. Je me sens pas bien en ce moment, j'ai pas eu l'invitation, ça m'énerve, j'ai l'impression que c'est encore un échec pour moi. Enfin, voilà. Et dans ce cas-là, la personne qui attendait que la communication revienne se tait et accueille. Être dans une écoute, ce qu'on appelle une écoute active, c'est-à-dire que c'est une écoute où on va pas, avant même que l'autre ait fini sa phrase, réfléchir à ce qu'on va lui dire. Juste, on écoute. L'écoute active va permettre aussi de pouvoir réutiliser les mots de la personne. Être dans une écoute active, ça va aussi permettre que l'autre se sente validé dans ce qu'il est en train de donner, que ce soit sa souffrance, sa colère, sa frustration. Voilà. Ça va permettre à l'autre de réellement se sentir peut-être compris, ou en tout cas pas d'être compris, mais écouté et estimé. L'écoute active permet de déclencher l'estime de l'autre aussi. Et puis, si on voit que c'est ouvert la discussion, mais que la personne n'arrive pas à commencer la communication, on peut commencer par parler de ses propres besoins du moment, mais pas dans le reproche. Pas en commençant en disant tu te tais depuis 2 heures, 3 heures, 4 jours, 5 jours, ça. Voilà, non, c'est. Tu sais, mon chéri, la situation en ce moment, ça me rend triste. Je me sens triste pour moi, peut-être un peu triste pour toi. Ça me met mal à l'aise parce que je ne sais pas comment t'aborder. Qu'est-ce que ça pourrait d'autre ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'être un meuble et de pas avoir de l'estime pour toi ou de pas être estimé à tes yeux plutôt. Et on essaie d'exposer ses besoins pour que l'autre puisse exposer les siens. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que toi tu ressens? Est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu veux pas en parler? Si jamais il rebloque la conversation, eh ben on recommence. Ok, tu veux pas en parler, c'est pas grave, c'est pas le moment. Et s'il veut en parler, eh ben on l'écoute. Alors, ça nécessite que on ose dire ce qu'on ressent. On ose dire quels sont nos besoins. Et surtout, on évite le tu. Le tu-tu. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Le tu-tu. Et on utilise le je. Parce que ce que l'autre ressent, ça lui appartient. Et on n'a pas à dire que ce qu'il ressent, c'est bien ou c'est mal. Ou c'est juste ou c'est pas juste. C'est ce qu'il ressent.
Et vice-versa, c'est aussi à apprendre à l'autre dans son couple que ce qu'on ressent nous, bah, c'est notre ressenti, c'est nos émotions, et que ça ne serait pas juste qu'ils se mettent à les juger alors qu'on essaie de pas juger les siennes. Et ça nécessite tout en haut de la pyramide, tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut, de connaître les valeurs de chacun. C'est ce que je répète dans énormément de webinaires. Beaucoup de couples que j'accompagne se rendent compte qu'en fait, ils ne connaissent pas déjà leurs propres valeurs à eux. Quelles seraient leurs valeurs prioritaires, leurs valeurs primaires. Et en plus de ne pas connaître leurs valeurs à eux, ils ne connaissent pas leurs valeurs communes du couple. Donc, ce qui est intéressant dans un couple, c'est des fois, de temps en temps, de pouvoir se poser en disant « Ah ben moi, ma valeur famille, elle est très importante. Quand je fais les choses, je le fais en fonction de mes enfants, de toi, de moi, de mes parents. Voilà, c'est ma valeur famille qui est prioritaire. » Il y en a d'autres qui vont dire moi, ma valeur principale, c'est le travail. Il y en a d'autres qui vont dire moi, ma valeur principale, c'est le respect. Si on ne me respecte pas, je peux vriller très vite. Voilà, ça nécessite, pour pouvoir arriver à ce processus de communication, de connaître les valeurs personnelles et communes. Voilà pour le premier point. J'espère avoir été assez vulgaire pour que ce soit large et compris de tous. Et si vous avez une question. Merci Claire. Juste, je vais essayer de récapituler ce que moi j'ai compris avant de prendre d'autres interventions. En gros, j'avais 5 étapes. J'ai marqué 5 étapes. La première, c'est d'accepter que la situation soit telle qu'elle, que l'autre ne veut pas communiquer. La deuxième, pour qui se produit simultanément, c'est d'accepter qu'on soit dans une émotion désagréable et de l'extérioriser. Bon, tu as cité différents moyens, l'écriture, le sport et autres. Ça, c'était pour les 2 premiers. Ensuite, d'être un peu dans un mode où on essaie de détecter l'ouverture, où l'autre est plus à même de vouloir communiquer, que ce soit à travers une petite phrase, à travers le fait qu'il nous regarde, à travers le fait qu'il accepte même notre présence. Et une fois qu'on détecte cette ouverture-là, qu'on essaie un peu de faire un test en proposant une activité qui se fera ensemble, que ce soit le cinéma, aller chercher les enfants, etc. Et si ça, c'est bon, on lance les hostilités en abordant le sujet proprement dit qui a posé problème. Ça même, comme on dit chez nous. Je crois que c'est un peu ça, c'est un peu ces 5 points-là que j'ai retenu. Moi, j'en ai retenu un autre aussi, c'est le tu, comme a dit Claire. C'est du coup d'utiliser plus le je, si j'ai bien compris, pour pouvoir faire ressortir ses besoins. C'est ça. Pouvoir exprimer ses besoins, ça peut permettre que l'autre nous comprenne aussi dans ce qu'on ressent, dans nos émotions, dans comment on vit la chose. Et ça permet de ne pas incriminer l'autre. Ça permet de ne pas pointer du doigt ce qu'il pourrait vivre. Alors, en plus, d'autant plus dans cette situation, cet exemple que je vous donne, par exemple, quelqu'un qui vit déjà un échec, le fait de dire tu et d'incriminer, il pourrait le vivre comme une agression supplémentaire. Donc, pour éviter ça, on utilise le jeu et on se focalise. C'est vraiment commencer des phrases par quand il se passe ça dans le couple, je me sens comme ça. Et quand je me sens comme ça, j'ai besoin de ça. Donc ça, c'est des phrases bateaux, mais à force de les utiliser, vous allez vous rendre compte que ce sont des phrases qui s'emploient très facilement. Là, ça peut paraître bizarre en disant, mais ça me fait bizarre de dire de m'asseoir avec mon conjoint et de me dire mon chéri, mon chaton, mon amour, je ne sais pas comment les petits surnoms qu'on peut se donner dans les couples, mais ça peut paraître bizarre de s'asseoir et de dire quand ça se passe comme ça, je me sens comme ça, mes émotions c'est ça, j'aurais besoin de ça. Ça paraît très bizarre, mais à force de l'employer, ça devient très fluide. Et surtout, le rapport aussi avec le fait de pratiquer la sophrologie, c'est que la pratique de la sophrologie permet une respiration posée, calme, ce qui est, à mon sens, nécessaire pour éviter d'être submergé ou débordé par une émotion désagréable. Souvent, quand on est débordé par une émotion désagréable, on a tendance tout de suite à dire le tu très facilement. C'est de ta faute, tu te rends pas compte, t'as fait ça, tu me fais subir ça, voilà. Et ça, c'est l'émotion désagréable qui prend le pas sur
sur tout le reste, alors que il peut y avoir du bon dans... alors, je vais dire le mot dispute, mais je cherche, parce que il est un peu tard, je cherche un autre mot un peu plus bas, mais il y a du bon dans le conflit. Il peut y avoir du bon dans le conflit, parce que le conflit permet de se connaître, le conflit permet de savoir ce que l'autre veut ou ne veut pas quand il communique, et ça permet même de savoir nous-mêmes ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Si on n'a pas de conflit, il y a des choses qu'on a plus de mal à savoir. C'est comme la théorie des opposés. C'est pour savoir ce que ça fait que de ressentir de l'amour, on a ressenti de la haine, et vice-versa. Pour savoir ce que ça fait que la haine, on a ressenti de l'amour. Ok. Donc c'est un peu la même chose. Pour savoir comment on peut réagir dans un couple, pour savoir quelles sont nos limites, pour savoir ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas, le conflit est nécessaire. Mais pour pas que le conflit s'envenime, il est aussi nécessaire de communiquer. Ça marche, ça marche. Merci. Du coup, je ne sais pas si les autres voulaient réagir. Peut-être Georges, Rosalie. Oui, moi, je trouve que c'est un peu succinct et, comment dire, un peu, je ne sais pas comment dire. En fait, le tu, en fait, il ne faut pas évaluer l'autre. Tu dis ceci, tu fais cela, tu. Dès qu'on évalue l'autre, l'autre peut se sentir agressé. Et en fait, puisque à la limite, je le montre du doigt, quoi. C'est ça qui est terrible, quoi. Vous voyez? Et là, je reconnais la communication non violente que je pratique aussi. Donc, c'est sûr qu'une observation, on peut le dire. On peut le dire, je ne te sens pas bien, c'est une observation. C'est pas tu n'es pas bien. Vous voyez la différence? Donc, ça c'est très important de différencier observation et évaluation. Toutes les fois qu'on évalue l'autre, on lui dit tu fais, tu es. Et à ce moment-là, la réaction de l'autre, c'est mais comment il se sent? Il peut se sentir agressé, souvent il se sent agressé. Alors, moi, vous avez parlé de la communication, de l'écoute active. Moi c'est ce qui est le plus fort, il me semble, quand il n'y a pas de conflit déjà, je dirais, prêt. Et ne pas parler pendant longtemps pour attendre. J'ai entendu que même vous disiez plusieurs jours, je suppose que c'est dans le... Mais en fait, pour moi, ce n'est pas possible. Je vais vous donner un exemple. Je suis appelé dans une école où une fille est suicidaire. J'arrive dans la place où elle est, c'est une grande salle avec des lattes de bois, et elle est au centre là. Mais avec ses jambes, elle est énervée, tout bouge dans la salle. Et j'ai eu pendant 1 heure quelqu'un qui n'a pas dit un mot. Mais il ne faut pas forcément attendre que l'autre soit prêt à dire quelque chose, parce qu'en fait, l'écoute active, ce n'est pas simplement d'être disponible ou de se taire, c'est aussi beaucoup ressentir. 7%, ce sont les mots. 38%, c'est la manière de dire ces mots. Vous voyez, la passion, là, je vous le dis, comme pour moi, c'est tellement important, je vous le dis avec des mots, il y a un rythme, il y a beaucoup de choses, quoi, des gestes. Et vous avez le reste, ça fait donc 55%, c'est en fait ce qu'on ressent, de ce que l'autre me montre. C'est-à-dire, si je regarde, si je l'observe, ce que l'on fait aussi en communication non violente, et que je trouve que c'est un plus, parce qu'on a aussi à s'écouter soi-même. Vous voyez? Et ça, c'est fondamental dans l'écoute active, on ne le met pas assez en évidence. Ça, pour moi, il faut les deux. Vous voyez? Eh bien, cette fille, je sentais que elle était mal, quoi, manifestement, puisqu'elle voulait se suicider. Moi, elle ne me l'a pas dit, mais bon. Et pendant 1 heure, je lui disais ce que je ressentais, moi,
disant, ben voilà, ça doit être très difficile, ce que vous vivez. Silence. Le silence est important pour que l'autre trouve sa place. C'est un peu ce que vous disiez, quoi. Il ne faut pas l'agresser en disant, mais parle, sinon ça ne va pas, comment veux-tu qu'on s'entende? Et ça y est, c'est parti. Vous voyez? Bon. Dire, ben, vous savez, en plus, vous ne me connaissez pas. C'est des choses qui sont la prise en compte du moment. Ça m'a duré 1 heure. Et je peux vous assurer qu'il y a eu beaucoup de silence, mais je ressentais par l'observation, 55%, ce sont les observations, il ne faut pas l'oublier, ça. C'est aussi ce que je ressens moi. Alors, vous avez le reptilien, le cerveau, tout ça, ça parle. Il y a les émotions. Bon, mais tout ça, il faut aussi s'écouter dans ce que l'on ressent quand on est face à l'autre qui ne parle pas. J'ai jamais eu plus d'1 heure, hein, parce que ça, c'était vraiment extraordinairement long. Je ne la connaissais pas. C'était une jeune qui était en 3e. Bon, on m'avait dit qu'elle était suicidaire. Bon, alors il y a une pression qui se met dessus, vous voyez. Et à la fin, je vous la fais courte pour que d'autres puissent parler, quoi, hein, on est dans l'échange. Je lui ai dit, est-ce que vous voulez qu'on se revoie? Elle m'a fait, non. Je dis, bon, mais écoutez, quand est-ce qu'on peut se voir? Et là, elle a parlé un petit peu et on se donnait rendez-vous, quoi. Mais ça a mis 1 heure. Mais accepter que l'autre ne parle pas, il faut qu'il y ait quelque chose qui fait comprendre à celui qui se tait qu'on comprend que ce n'est pas facile, qu'il y a des moments difficiles dans la vie où c'est difficile de parler, mais il faut des silences, il faut accompagner son silence par des signes aussi, par la prise en compte de ce que j'écoute moi, de ce que ce silence me fait, et puis ce que je peux écouter en moi de ce que son silence me dit, quoi, vous voyez. Même quand on ne se parle pas, vous savez, les amoureux, ils se tiennent à la main, ils n'ont pas besoin de parler beaucoup, hein. Et pourtant, il se passe beaucoup de choses. Moi, je me souviens d'une de mes collègues, conseillère conjugale et familiale, qui me disait, on a eu un enfant qui est mort, il avait 4 ans, je crois, ou 5 ans, je ne me souviens pas, mais tout passait par la main, quoi. Vous voyez, il ressentait des choses des deux côtés. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais c'est ce qu'ils m'ont dit, quoi. Vous voyez? Donc, je crois que le silence est important, mais il faut que l'autre comprenne aussi et le dise ce qu'il peut comprendre, entendre de la difficulté de parler. C'est très important, ça, que l'autre se sente compris dans son silence, dans son mur. Vous savez, j'ai des détenus, moi, ils ont demandé, hein, à avoir un visiteur. Mais ce n'est pas pour autant que d'entrée, ils vont me dire ce qu'ils ont fait, puis ce qu'ils souhaitent. Ils vont, je dirais, parfois celui qui parle est plus embêtant que celui qui se tait. Parce qu'il va noyer le poisson. Il peut noyer le poisson. Mais vous en avez qui parlent très peu. Il faut gagner leur confiance. Et là, je reviens sur ce que vous disiez. Il faut qu'à ce moment-là, la personne qui a du mal à dire ce qu'elle a à dire, vous savez, moi je ne demande rien aux détenus, rien du tout, hein, mais ils me disent souvent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils attendent et ce qu'ils regrettent d'avoir fait, parce qu'on n'imagine pas, mais vous en avez beaucoup qui dorment mal parce que, alors, on voit bien entendu, nous, le dessus du panier, vous voyez. On ne voit pas tous ceux qui sont des grands délinquants, qui continuent leurs affaires en prison, cela, on ne le voit pas. Mais ceux qui viennent, qui demandent à un visiteur, qui demandent de l'aide, ce sont des gens qui veulent avancer, qui veulent sortir de l'ornière, qui ne veulent pas perdre leur temps en prison, qui veulent penser à la famille. Enfin, il y a des choses, moi, il y a des choses magnifiques en prison, vous savez, mais aussi des saletés. Mais voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que ce qui est important, c'est que l'autre se sente compris, accepté dans son silence. J'y parlais beaucoup, excusez-moi.
Merci beaucoup, Georges. On est là pour partager, au contraire, c'est bien. Oui. Avec plein d'exemples en plus. Ah ben, vous savez, moi, je ne suis pas un jeune, hein, voilà, vous pouvez le voir. J'ai 40 ans d'expérience en toxicomanie, en prévention, en conseil conjugal et familial, en tant que formateur. Donc, j'ai des exemples, je peux écrire des livres. Nickel, nickel. Merci. J'ai retenu justement de pas, voilà, de faire en sorte que l'autre se sente comprise dans son silence. Voilà, même s'il faut par là s'écouter en interprétant sa non-réaction, son silence. Rosalie? Oui, 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 déjà, je pense en effet que se sentir écouté et compris, voilà, c'est la base, c'est vraiment très important, autant dans le silence que dans les mots. Et ce qui m'emmène un petit peu donc à ce que Claire disait au début, je notais pour être sûre de rien oublier, par rapport au manque de communication. En fait, pour moi, il n'y a pas de manque de communication. Le manque de communication, ça n'existe pas. On communique en permanence, puisque justement, on l'a dit que même le silence parle. Donc pour moi, le problème, en fait, n'est jamais un manque de communication, c'est généralement une communication inappropriée. C'est cette communication inappropriée qui est ressentie comme justement une agression pour celui qui la reçoit. Oui. Et donc, du coup, voilà, ça me semblait important de le dire parce qu'on entend beaucoup parler de manque de communication alors qu'en fait, on communique en permanence. Et comme l'a dit Georges, hein, que ce soit par les mots, par le paraverbal, par la gestuelle, hein, on ne fait que ça, en fait, communiquer. Et oui, quand je parlais, j'aurais peut-être dû le préciser, c'est vrai que quand je disais que le manque de communication, c'est être ressenti par l'un des deux dans le couple comme étant un manque de communication. Oui, oui, oui. Et du coup, j'avais aussi un point de vue différent sur le tu qui tue. C'est tristement célèbre. Et je crois que c'est justement Jacques Salomé qui dit « ce n'est pas le tu qui tue, c'est ce qui vient après le tu ». Parce que je crois qu'en soi, le tu, ce n'est pas vraiment le problème. Si je dis par exemple, je me sens blessée ou je ne me sens pas respectée lorsque tu me tournes le dos quand je te parle. J'ai utilisé un tu, mais ce n'est pas vraiment une agression. Mais si je dis quand tu ne me respectes pas, ça m'énerve. Là, oui, le tu est agressif. Donc, je pense vraiment que c'est le choix des mots, ou en tout cas la façon de dire les choses, je pense, qui est plus agressif que le fait d'utiliser le tu, parce que du coup, après, sinon, on peut devenir un peu parano avec ce tu et ne plus oser le dire parce qu'on a peur d'agresser l'autre, alors qu'en fait, je pense qu'il faut juste faire attention et bien choisir ce qui vient après. Ce fameux tu. Et c'est vrai qu'il vaut mieux essayer d'éviter d'utiliser trop souvent et surtout être dans les faits, je dirais plutôt comme ça, être surtout dans les faits plus que dans l'accusation. Je pense que c'est l'accusation qui fait que l'autre se sent agressé plutôt que simplement décrire les faits, parce que les faits, on dit généralement qu'ils sont indéniables et surtout, et ça, Claire, tu l'as bien dit, parler de ses besoins, en fait, parce que quand on exprime ses besoins, quand on se montre vulnérable, on est des êtres humains, hein, on voit une personne qui est vulnérable en face, forcément, on a envie de lui venir en aide. Hein. On a un peu tous ce côté un peu sauveur en nous. Et donc, oui, pour moi, c'est important de se centrer sur soi et d'exprimer ce qu'on ressent et ne pas avoir peur de parler de ses peurs, justement. Parce que c'est comme ça, en fait, finalement, qu'on se rapproche les uns des autres. C'est de par notre vulnérabilité qu'on pense être finalement une faiblesse, mais pour moi, je pense que c'est une force, parce que ça nous rejoint, ça nous rassemble, ça nous unit. Et
Qu'est-ce que j'ai noté d'autre aussi? Oui, j'ai bien aimé. Tu as dit que les conflits sont OK. C'est ce que je pense aussi. Après, maintenant, il ne faut pas aller chercher des conflits non plus. Il ne faut pas rentrer dans le masochisme. Mais je pense en effet qu'un conflit est une opportunité pour grandir, une opportunité pour se connaître, connaître son partenaire aussi. Et pouvoir justement évoluer, pouvoir grandir ensemble, parce que finalement, ça permet de voir que l'une ou l'autre a changé. Parce que rien n'est stable, sauf justement l'évolution. Et donc, du coup, les besoins évoluent, les valeurs évoluent. Et c'est parfois justement lorsqu'il y a un conflit qu'on se rend compte que, ben oui, en fait, je pensais ça il y a 6 mois, mais aujourd'hui, je pense autrement. Et ça permet de pouvoir mettre ça sur le tapis et de grandir dans sa relation, en fait. Donc ça, c'est ce que j'ai noté de ce qui a été dit depuis le début. Cool. Alors, moi, je crois que vous avez oublié quelque chose, c'est que ce que Claire a dit, c'était le respect. Parce que Oui. C'est fondamental, parce que on peut s'opposer, mais si on reste dans le respect, tout est possible. C'est-à-dire, on apprécie l'autre, mais on ne va pas l'agresser, c'est là où le tu. Parce que si je te dis, excuse-moi, hein, Tatiana, mais tu vas voir ce que je vais dire, mais je le dis pour l'exemple, hein, même si je le pense aussi. Je dis, Tatiana, tu es belle. Je ne t'agresse pas. Pourtant, le tu, là, il ne tue pas. Exactement. Enfin, peut-être pas, parce que si tu ne veux pas qu'on te parle, qu'on te dise que tu es belle, par exemple, ça peut t'agresser, mais ce n'est pas du tout mon propos. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, le respect, surtout quand on s'affronte, il est fondamental qu'il reste à la base. Si on ne respecte pas l'autre, je dirais, ça devient un Everest, ça va monter, et puis ça s'arrêtera où? Au cou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, il ne faut pas le mettre de côté, hein, c'est fondamental, ça. Éviter la réaction miroir. Pardon? Éviter la réaction miroir. C'est ça, voilà. Parce que si je ne me sens pas respecté, je risque d'agresser l'autre, alors qu'on est dans un moment important où il faut garder le calme, puisqu'on est dans un moment difficile où il faut non pas s'affronter, mais se découvrir l'un l'autre. Voilà, je m'arrête. Oui, tout à fait. Pour moi, le respect, ça fait partie aussi de l'acceptation, en fait. Ça va de pair, c'est la base, en effet. C'est sûr que déjà, si on se respecte soi, moi, je pars du principe que si on se respecte, forcément, on respecte son prochain, parce que j'aime bien cette vieille adage qui dit « traite ton prochain comme tu aimerais toi être traité ». Et donc, du coup oui, l'acceptation, le respect, la considération finalement, je vais dire entre guillemets, inconditionnelle de l'humain, fait que forcément, même quand il y a un conflit, on peut essayer de trouver une manière de dire les choses qui soient dans le respect de l'autre. C'est là dans un conflit où le respect peut partir rapidement en fumée. Parce que oui, chacun défend ce qu'il pense. Gras. Oui, mais et en même temps, donc, il risque de faire mal à l'autre. Vous voyez? Alors qu'il tout à fait. Comme il ne se sent pas respecté, il peut faire. Mais c'est là où il faut donc la communication non violente aussi. C'est l'autre de quoi il a besoin. Qu'est-ce qui est en quoi il peut. Ok. Merci beaucoup, Rosalie et Georges. Je vois qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Si on peut laisser les autres s'exprimer un peu, peut-être ils ont des questions, des partages. Je ne sais pas qui veut commencer. Lynn, Tatiana, Patrick. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai juste, j'ai juste un point sur lequel je veux revenir, la notion de respect en fait. Donc, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit en fait, c'est que on peut avoir des points de vue différents, on peut vraiment être dans la confrontation, mais tant qu'il y a le respect en fait, il y a de l'espace pour pouvoir grandir, comme on a dit tout à l'heure, pour pouvoir
aboutir sur des choses constructives. Donc voilà, la notion de respect, elle est fondamentale pour moi. Et aussi, comme Claire l'a dit, éviter vraiment la réaction miroir, en fait. Ça veut dire que si on enchaîne, bah, du coup, on ne voit pas une sortie constructive et du coup, très vite, on peut aboutir sur quelque chose de très, très grave. Et puis, voilà. Donc, voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Merci. Alors, juste pour ceux je ne sais pas si tout le monde a conscience de la réaction miroir, de ce que ça peut être, mais en tout cas, donc les réactions miroirs, c'est le fait, pour vulgariser un peu, c'est vraiment le fait d'avoir quelqu'un en face de nous qui va vouloir faire passer son point de vue de façon un peu virulente et que nous, en contrepartie, on va vouloir faire passer à ce moment-là notre point de vue en augmentant le ton et ça va encore augmenter le ton en face et encore le ton en face et ça peut partir en effet dans des sphères qui peuvent aller jusqu'à la violence physique. Ce qui est important dans ces cas-là, ce dont on parlait tout à l'heure, ça peut être une technique, c'est-à-dire vraiment penser à l'écoute active parce que l'écoute active permet de ne pas plonger dans cette réaction miroir en disant « Ok, là, je vais l'écouter. Là, je vais essayer d'entendre ce qu'il a à me dire, d'entendre son point de vue, même si je ne suis pas d'accord, mais au moins, j'aurai le respect de l'écoute. » On parlait de respect tout à l'heure. Et il y a une deuxième technique aussi qui s'appelle la technique du contre-pied, c'est-à-dire c'est de pouvoir communiquer à cet instant-là avec la personne ou dans le couple ou même ailleurs, qui va être un peu virulent dans ses propos, un peu fort, et de pouvoir continuer la communication en parlant moins fort que lui, sur un ton plus calme, plus doux, pour essayer de faire redescendre cette cocotte minute. Ça ne veut pas dire que le fait d'être virulent, il a tort d'être virulent, ça veut dire que vraiment, souvent c'est l'envie de faire passer le point de vue qu'on a actuel, mais c'est d'éviter cette escalade. Et même des personnes que moi je connais ne pas être particulièrement violentes d'habitude dans des mots ou particulièrement virulentes dans le physique. J'ai déjà vu des personnes très calmes pouvoir monter crescendo parce que être complètement débordées par l'émotion désagréable qui les prend sur le moment. Donc vraiment penser à parler avec un ton plus calme, plus doux, moins fort. Donc là, le contre-pied, ou alors dans l'écoute active. Alors, voilà, je me tais. oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si vous avez fait peu importe. En fait, si vous dites à quelqu'un qui est en train de hurler, ne te mets pas en colère. Mais je ne suis pas en colère, c'est ce qu'il va vous répondre. Alors, oui. Vous voyez, et là, c'est donc, là je ne peux pas suivre ça comme ça parce qu'on a tous vécu ça, on a tous vécu. Au contraire, il faut partir de là où il est et puis descendre tout doucement. Et c'est de la PNL, voilà. Vous voyez, et ça, en programmation neurolinguistique, il faut qu'on se reconnaisse l'un l'autre. Je ne sais pas si c'est Rosalie. Si vous allez au resto avec votre bien-aimé, vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez être comme ça, les deux. Au-delà, vous allez vous prendre la main. Et il y a une certaine réciproque. Donc, ce n'est pas le miroir, là, hein, mais on est en communication, si vous voulez. Vous voyez? Donc, pour commencer à communiquer, la PNL dit, vous commencez par là où l'autre est, puis vous descendez, je peux dire, bon, maintenant, et on va partir sur quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? C'est une forme de transition. On fait une forme de transition en partant de là où il est pour descendre là où on veut l'amener. Où on veut l'amener, mais on veut l'amener au calme. Mais si l'autre ne se sent pas reconnu comme étant à ce niveau, parce qu'il dit mais calme-toi, mais je suis calme, vous voyez, parce qu'il y a un tel décalage qu'il ne peut pas se reconnaître. Donc, je dirais communication non violente aussi, il faut aller au niveau où l'autre est et descendre avec lui. Et en général, ça marche. Mais c'est vrai que il faut pas commencer en étant agressif et non.
En fait, dans la relation, vous savez, Rosalie, la relation, c'est on continue des petites choses. Dans la vie, il n'y a rien qui est superflu. Votre démarche, votre façon de vous habiller, n'importe quoi, tout parle. Vous voyez. Et votre amoureux, il sent tout ça aussi, et vous le sentez aussi sur lui, je me trompe? Ok, ok, ok. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Et je rajouterais aussi à l'intérieur de soi, se rappeler aussi que cette personne n'est pas un adversaire, mais un partenaire, même et surtout quand on se dispute, parce que quand on se rappelle de ça, justement, ça évite cette fameuse escalade de se dire, OK, ben là, présentement, je ressens de la colère, mais est-ce que j'ai vraiment envie de déverser mon poison émotionnel sur cette personne que j'aime? On y pense plus facilement quand on engueule un enfant. On se rappelle qu'on l'aime. Donc, on fait attention de ne pas dépasser une certaine limite. Et donc, j'essaye de dire aux gens, ben, rappelez-vous aussi quand vous ressentez de la colère vis-à-vis de votre conjoint, ben, que c'est une personne que vous aimez d'abord. Ça permet de se mettre une limite justement dans ce qu'on peut dire à cette personne qu'on pourrait regretter par la suite parce que justement, Georges, tu as parlé tout à l'heure des 3 cerveaux et quand on est en dispute, ben, on n'est plus dans le cortex, hein, on est dans le reptilien là-bas. Donc, on est juste des bêtes et donc on doit se rappeler qu'en fait, nous ne sommes pas que des bêtes, nous sommes aussi des humains, nous avons des émotions aussi. Et donc, du coup, et dont la plus grande, la plus importante, c'est l'amour. Et se rappeler de ça, c'est le plus gros challenge dans la dispute, c'est de pouvoir dire ces émotions désagréables parce qu'elles sont là pour nous servir et pas pour nous pourrir la vie, mais surtout qu'on les exprime vis-à-vis d'une personne qu'on aime et qu'on n'a pas envie à qui on n'a pas envie de faire du mal réellement. C'est là où on rejoint ce que disait Claire en disant, moi, quand il se passe ceci, voilà ce que je ressens. Parce que, en fait, là, on tend la main et puis on est vraiment vrai, quoi. Ok. On est juste autant envers soi. On est autant juste envers soi-même qu'envers l'autre et la situation. Et je pense que beaucoup de choses ont été dites par rapport à cette première question. Ouais. Il y a les mots respect qui sont beaucoup arrivés. Prendre l'autre comme son partenaire pour éviter de dépasser certaines limites et voilà, éviter la réaction miroir en transitionnant, en partant du niveau de l'autre pour l'amener vers le calme, vers la paix. Donc ça, c'est pas mal. Je propose qu'on passe à l'autre question. D'autres questions, oui. Ouais. Valentin, je te laisse. Pour rappel, la deuxième question, c'est comment se comporter quand l'un estime avoir été blessé et l'autre ne le reconnaît pas? Vaste sujet. Alors, je ne sais pas si on va réussir à faire dans le court temps qui nous reste. On va essayer d'aborder ça avec une autre question. C'est-à-dire, quand on parle de l'un qui estime avoir été blessé et de l'autre, et de la blessure du fait que l'autre ne le reconnaisse pas, et tu comprends pas que ce que tu as... On est encore dans le tu, et là on est dans l'incrimination, et tu comprends pas que quand tu fais ça, ça me blesse. Et on attend de l'autre à ce moment-là qu'il reconnaisse notre souffrance. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on attend dans la reconnaissance de cette souffrance? De se poser la question, pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Pourquoi on a l'impression d'avoir besoin que l'autre nous reconnaisse? Est-ce qu'on a besoin de venir valider le fait qu'on a raison? Viens me dire que j'ai raison de souffrir. Viens me dire que j'ai raison d'être blessé. Est-ce qu'on a besoin de venir, oui, valider cette blessure ou même de venir valider sa valeur respect? Viens valider le fait que tu ne m'as pas respecté. Donc, c'est vraiment la question principale qu'on devrait, je pense, à mon sens, tous se poser, quel que soit le moment, d'ailleurs, où on attend de l'autre qu'il reconnaisse quelque chose, qu'il reconnaisse ce qu'on estime être son erreur.
En quoi on a besoin de cette reconnaissance. Dans ça, pour moi, il est nécessaire, et encore une fois, je le répète, et c'est quelque chose que je répète à tous les couples que je rencontre et tous les jeunes que je rencontre qui sont des adultes en devenir et donc des couples vivant parfois ensemble en devenir également, c'est de pouvoir exprimer quelles sont nos valeurs communes, quelles sont nos valeurs respectives. Parce que au plus on va se connaître, et en ça, je fais encore le lien avec la sophrologie, au plus on va se connaître, au plus on va connaître nos valeurs personnelles, au plus on sera moins dans l'attente de la reconnaissance de l'autre, que ce soit la reconnaissance de notre souffrance, la reconnaissance de l'émotion qui a été ressentie, la reconnaissance de ce qui a été fait ou pas fait, voilà, une reconnaissance de l'autre. Qu'est-ce qu'on attend dans la reconnaissance de l'autre? Pourquoi on en a besoin? Un couple, je crois que c'est ce que disait Rosalie tout à l'heure, un couple, ça n'est pas l'un et l'autre, c'est l'un qui accompagne l'autre et vice-versa. On s'accompagne. On s'accompagne sur un chemin de vie pendant un bout de temps, des fois toute une vie, des fois plusieurs années. Et lorsqu'on s'accompagne, on n'a pas forcément besoin que l'autre connaisse notre tristesse, reconnaisse notre valeur. On a besoin de se comprendre. Et pour se comprendre, c'est la communication. Alors ça peut être la communication verbale, comme on parlait tout à l'heure, ou la communication non verbale. Lorsque vous avez un couple qui se dispute, tout à l'heure, Georges nous parlait de communication non verbale. Ça peut être pas forcément de dire je suis désolé, je t'ai rendu triste. Ça peut être juste, après un conflit, par exemple, passer la main derrière le dos, prendre la main, sourire. Et en ça, c'est déjà une reconnaissance. Une reconnaissance de ce qui a été vécu, une reconnaissance de la présence, une reconnaissance de l'accompagnement, du besoin peut-être. C'est une reconnaissance. Donc, devoir aller chercher en permanence avec ce fameux « tu » qui va venir incriminer en disant « tu ne me reconnais pas », l'autre peut se retrouver à ne pas comprendre et à dire « mais attends, parce que lui, dans sa tête, je t'ai montré, en fait. Je ne te l'ai pas dit, en effet, mais peut-être je te l'ai juste montré. Pour moi, ça suffisait. » Et ça éviterait de savoir que l'autre réagit comme ça aurait peut-être évité un énième conflit par-dessus qui va se renchérir. Je vais prendre un exemple personnel. J'attendais de mon mari, pendant des années, qu'il me dise « je t'aime ». Pendant des mois même, au début. Jusqu'au jour où il a dit « je t'aime » à mon chien avant de me le dire à moi. Il a dit « ah, je t'aime. Ah, mon toutou que j'aime ». Et moi, je l'ai regardé, je suis « non, mais attends, ça fait plusieurs mois qu'on est ensemble et en fait, moi, j'ai jamais eu le droit au « je t'aime ». Et c'est en discutant avec lui sur ce fameux, parce qu'au début, je l'ai pris quand même avec un rire, c'était pas un conflit, c'était un rire, mais qui a emmené une communication quand même, où on a pu communiquer sur le fait qu'il a pu exprimer que pour lui, dans la relation humaine, d'homme à femme pour lui, dire « je t'aime », ça ne représentait pas assez ce que ça pouvait vraiment représenter pour lui. Alors que faire quelque chose, accompagner, écouter, pour lui, c'était beaucoup plus important. Un jour, il m'a fabriqué un meuble. Pour moi, c'était tous les je t'aime du monde. Mais si on n'avait pas eu cette communication avant, si on n'avait pas discuté de nos valeurs respectives, il m'aurait fait un meuble, je dis bah, c'est bien, tu m'as fait un meuble. Super. Alors qu'on attend un je t'aime. Et j'ai plus besoin depuis ce jour d'attendre chez l'autre la reconnaissance. Je n'ai plus eu besoin parce qu'on a communiqué sur nos valeurs respectives bien en amont. Je voulais encore aborder quelque chose, mais je ne sais plus parce que comme j'ai la mémoire d'un poisson rouge en ce moment et que j'ai tout écrit sur mon téléphone, j'avais été où? Voilà, ce qui est blessé, c'est la valeur. Travail en amont sur les valeurs respectives de chacun. De quoi ai-je besoin pour avoir confiance? Ah oui, il y avait aussi un travail en amont, et ça aussi qui peut être fait en sophrologie, sur la confiance en soi.
généralement, quand on a besoin de quelqu'un qui valide, il va venir valider notre tristesse, notre émotion, enfin notre émotion désagréable, je dis tristesse, mais parce que c'est une émotion qui est désagréable, qui parle souvent. On attend de l'autre qui vienne valider notre émotion désagréable, qui vienne valider ce qu'on est en train de vivre, qui vienne valider ce qu'on est en train de, des fois même lui reprocher. À la base, si on travaille, alors ça peut être travailler avec un sophrologue, avec un psychologue, avec plein d'accompagnants dans le bien-être, si on travaille sur la confiance en soi, on n'a plus forcément besoin de venir valider par l'autre quelque chose, puisque on sera ancré dans ce qui nous appartient et ce qui nous semble juste pour nous. Voilà. Et après, on pourra le partager. Voilà ce qui est juste pour moi. Voilà comment je suis. Voilà ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Voilà, j'avais envie de parler de ça aussi. C'est très compliqué d'en parler de façon très succincte parce qu'il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. Ah oui, je voulais exprimer aussi pour se mettre à la place de la personne qui penserait ne pas assez reconnaître la valeur de l'autre, ou en tout cas l'émotion de l'autre. Dans les deux cas, ça nécessite de reconnaître l'autre dans ses besoins personnels. Ça nécessite de pouvoir écouter, de pouvoir comprendre le besoin. Et ça nécessite aussi de les exprimer. On en revient à la communication. Et on en revient au fameux besoin dont on parlait tout à l'heure. Quand j'entends, quand tu me dis ça, quand tu me dis que on va prendre un objet banal pour ne pas venir dans des trucs qui peuvent être durs. Quand tu ne fais pas le lit le matin, je vais reprendre l'exemple du lit parce que c'est un exemple que je prends souvent. Quand tu ne fais pas le lit le matin, j'ai l'impression que tu ne me respectes pas dans le fait que je tienne la maison souvent et que j'aimerais peut-être de ta part que de temps en temps tu me donnes un coup de main. Là, ce qui va être exprimé, c'est le besoin d'être épaulé dans les tâches ménagères. J'ai besoin de me sentir épaulé dans les tâches ménagères. Et l'autre peut exprimer que, mais en fait, les tâches ménagères, j'ai pas vu ça comme étant quelque chose qui était aussi important pour toi, puisque pour moi, tu faisais le lit tous les matins, donc c'est quelque chose qui t'appartenait, que tu faisais automatiquement, et je me suis jamais posé la question de je dois le faire en fait. Je me suis jamais rendu compte que c'était nécessaire pour toi qu'il soit fait. On n'en a jamais discuté, ou c'est pour ça que je prends un truc vraiment de base, de lit le matin, pour pas qu'on tombe sur des sujets qui peuvent être plus durs dans les couples, mais voilà, je me suis jamais rendu compte que c'était important pour toi. Est-ce que tu voudrais que je le fasse plus souvent? Oui ou non, quelle que soit la réponse, mais on a exprimé un besoin et il n'y a plus besoin de venir valider ce besoin-là. Il n'y a plus besoin de chercher de l'autre qui vienne valider puisqu'il a été exprimé, il a été discuté. Voilà, j'espère que je ne suis pas trop confuse parce que j'avais pris plein de notes et j'essaye de faire rentrer ça dans le timing. En tout cas, déjà, merci. Moi, j'ai retenu quelques points. Pareil, j'aime bien le fameux, je ne sais pas, c'est 5 points, c'est 4 points. La première chose, c'était les valeurs. C'est-à-dire, s'il y a douleur, si on veut qu'on reconnaisse une douleur, c'est que quelque part, on a des attentes et que ces attentes-là sont adossées sur des valeurs. Donc, premier point, au préalable, l'idéal aurait été qu'on ait discuté de nos valeurs en amont. Donc, pour venir savoir quelle est la valeur qui est attaquée. La valeur respect, laquelle c'est. Déjà, voilà, ça c'est le premier point. Et de dire donc que si on a fait ce travail, on doit être à mesure d'identifier le canal de communication. C'est-à-dire que peut-être nous, on attend quelque chose verbalement, mais d'autres nous communiquent de façon non par les gestes. Voilà, donc si déjà on a été capable de citer au niveau des valeurs, peut-être on s'est identifié quel est le canal et peut-être on se dit qu'il n'est pas reconnaissant alors qu'il est et on ne le voit pas juste parce qu'on l'attend sur le mauvais canal. Ça, c'était le deuxième point. Ensuite, si on a toujours bien identifié, discuté de nos valeurs, alors quelque part, on doit être capable de se mettre dans la peau de l'autre avec ses valeurs et de comprendre
comment lui vit la situation et pas comment nous on vit la situation. Parce que si lui, dans ses valeurs, il n'est pas capable de se projeter sur comment nous on vit la chose, mais il n'est pas capable de reconnaître notre souffrance. Et ça revient encore aux valeurs, parce que déjà, pour qu'il se mette à notre place, il faudrait qu'il connaisse que, par exemple, le lit, c'est important pour nous. S'il ne le sait pas, il ne saura pas que c'est douloureux de voir le lit non fait. Donc, finalement, la notion de valeur qui était là à la base, ça apparaît aussi bien au niveau de où se situe vraiment la douleur qu'on ressent. Est-ce qu'on observe bien le canal sur lequel l'autre communique et pas celui sur lequel on souhaiterait qu'il communique? Et enfin, est-ce qu'il est en capacité de comprendre qu'on a un problème? Et si on a validé ces trois-là, finalement, le dernier point que tu as cité sur la confiance en soi, ça c'est plutôt, on va dire, un must, entre guillemets, qui nous permettrait d'avoir peut-être moins besoin de sa validation, moins besoin, limite même d'attendre en tout cas, de ne pas être dépendant. Voilà, de ne pas être dépendant de sa reconnaissance. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que le terme de victime et bourreau, il n'était pas écrit, ou la question n'était pas écrite dans le sens victime-bourreau, dans le sens de manipulation, que ça peut être, ou même physique, dans la violence. C'était vraiment vu dans le sens où j'avais utilisé deux mots quand on avait préparé cette réunion qui me semblaient... égoïsme et altruisme, voilà. C'était vraiment pouvoir ne plus être dans cet égoïsme, mais ne plus être mais on est tous égoïstes. Hein. Égoïste, alors, par contre, je vais bien me faire entendre sur le mot égoïsme. L'égoïsme peut être nécessaire, parce que l'égoïsme permet de se recentrer sur soi et de comprendre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Si on n'a pas des phases d'égoïsme, si on n'a pas des phases où on se recentre sur soi, c'est difficile de pouvoir communiquer à l'autre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, parce qu'on ne le connaîtra pas soi-même. Donc voilà, c'est vraiment, ça peut être nécessaire. Mais quand je parlais d'égoïsme, c'est de s'enfermer chacun dans ses besoins respectifs sans communiquer dessus. Et surtout de dire et d'incriminer l'autre, non, tu ne me comprends pas. L'autre n'est pas nous, l'autre ne ressent pas nos émotions, l'autre ne ressent pas ne connaît pas nos besoins, ne connaît pas nos valeurs si on n'en discute pas. Voilà. C'est très gros, c'est très large, ça mériterait d'être approfondi. C'est vrai qu'on manque de temps, mais il faudrait presque qu'on fasse qu'une seule question par webinaire à chaque fois. C'est pas grave. Georges et Rosalie, peut-être d'autres pourront compléter. Oui, je dirais que pour commencer, c'est vrai que c'est important de d'abord apprendre à se connaître soi-même. En fait, justement, on a parlé des valeurs, des besoins. C'est déjà d'identifier ses propres besoins. Quels sont, bon, et bien sûr, on a tous des besoins. Il y a les besoins fondamentaux et vitaux, mais de voir aussi quels sont mes besoins à moi dans une relation. Quels sont mes attentes d'une relation, en essayant de les limiter au maximum, hein, bien sûr, parce que plus on a d'attentes, plus ça met la pression sur l'autre. Donc quand on a identifié ses besoins, ça permet déjà de pouvoir en satisfaire un maximum soi-même pour justement limiter la pression sur l'autre et justement enlever ce besoin de validation dont on a parlé tout à l'heure, parce que justement on est responsable de son propre bonheur et donc du coup on met moins de pression à l'autre et on prend la responsabilité finalement de son bonheur et aussi de son malheur, parce que du coup ça enlève l'étiquette de bourreau à l'autre finalement, parce que pour moi quand on met cette étiquette, oui il est bourreau et du coup moi je me mets en position de victime, en fait c'est voilà, je prends aucune responsabilité sur ce qui m'arrive, j'ai aucune responsabilité sur ma propre vie. Et donc, du coup, moi, je dirais que le travail commence par soi pour pouvoir ensuite partager finalement ça avec l'autre,
partager j'ai envie de dire son expérience et ses découvertes avec l'autre, les exprimer, comme a dit Claire, c'est super important parce que on a beau être, je dis toujours qu'on a beau être des demi-dieux, on a beau être empathe et télépathe, on lit quand même pas encore dans les pensées les uns des autres à ce point-là. Donc, il ne faut pas supposer que, oh, mais s'il m'aime, il devrait savoir. Non, désolé, parce que justement, on a des besoins différents, on a des valeurs différentes. Et comme tu l'as dit, Aubin, on a aussi des canaux de communication différents parce qu'il y a plusieurs canaux de communication, on a des exemples différents, il y a tous des paramètres qui rentrent en compte, la culture, l'environnement, il y a tellement de choses qui rentrent en compte que voilà, l'amour ne suffit pas toujours. Donc, c'est important, c'est vrai, mais ça ne suffit pas toujours. Et vraiment communiquer ce que l'on ressent, communiquer ses besoins, c'est primordial. Communiquer ses valeurs, c'est primordial. Ça permet de voir justement quelles sont les différences, quelles sont les similitudes et comment est-ce qu'on peut composer avec tout ça. Et en gros, enfin voilà, pour ne pas faire trop long. Good. Good. Georges, peut-être, ou les... Si tu me donnes la parole, tu sais que je la prends. Hein. Non, mais ce que je voulais dire, tu vois Rosalie, ce que tu dis, ça parle en moi. Parce que si on attend qu'il y ait tension pour pouvoir s'éclaircir les idées, je dirais, et se retrouver, c'est un peu tard. Je suis d'accord que quand il y a des choses qui font mal, des fois, c'est pas facile de le dire, mais il faut du temps, mais en fait, la vie n'est faite que, et je dis bien que, et j'insiste sur ce que de petites choses. C'est au fil de la communication dans le couple qu'on se découvre l'un à l'autre. Tu vois? Bien sûr qu'il faut se faire plaisir, je suis d'accord avec toi, c'est important. Mais il faut aussi faire plaisir à l'autre. Si l'autre il communique des petites choses, oh tiens, c'est joli, moi je vais vous donner un exemple, mais c'est encore... j'ai une épouse qui se refuse tout. Bon, alors quand je vais faire des courses avec elle, il faut que je dise à la vendeuse, insister là-dessus, c'est ça qui va lui... Voilà, donc tu vois un peu, mais parce que je connais mon épouse et voilà. Si je ne fais autrement, non, c'est trop cher. Oui, mais il faut se faire plaisir à soi aussi, hein, donc il faut qu'elle accepte aussi. Tu vois ce que je veux dire, Rosalie? C'est en fait des petites choses. C'est au fil de la journée, je dirais, se découvrir à l'autre par certains trucs. Tu parlais de valeurs, bien sûr, bien sûr. Moi, je peux pas ne pas dire quelque chose que je ressens. Si tu veux, je peux pas mentir, c'est pas possible, parce que c'est pas le respect. Si je sens qu'elle est mal en ce moment, je dis tiens, il me semble que tu es un peu tendu et ça va. Tu comprends? Mais c'est pas une fois de temps en temps, quoi. C'est aller vers l'autre par de petites choses tout au long de la vie de tous les jours, quoi, tu vois. Et les petites choses font découvrir nos valeurs, font découvrir ce que l'on est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et réciproquement. Je m'arrête parce que après. Ok. En tout cas. Coupez le micro, Georges. En fait, il se connaît tellement bien qu'il s'est déjà discipliné. Je valide. Trop fort, j'adore. Non, je vais laisser la place aux autres. Oui, merci beaucoup, Georges. Je pense que Lynn, je ne sais pas si Lynn voulait dire un mot. Lynn, tu es avec nous? Oui. Oui, je suis avec vous. En fait, désolée, c'est que je suis avec les enfants et j'écoute vraiment. Mais c'est que je ne peux pas intervenir tout le temps parce qu'ils vont faire beaucoup de bruit. T'inquiète. Vraiment désolée. Tu voulais partager avec... Oui, alors, j'ai tout compris ce que vous avez dit et je suis vraiment d'accord avec ce que vous avez dit. Mais par contre, il y a des exemples que vous avez pris qui sont
En fait, je vais dire des exemples, c'est pas tellement simple, mais que quand des gens ils sont face à ces difficultés-là, c'est pas si facile de se mettre en mode calme, en fait. Parce que là, vous êtes parti sur la démarche comme quoi, quand il y a un souci, il faut aller calme pour parler et tout. Mais quand ça dépend, en fait, de ce qu'il y a comme souci. Si, par exemple, un cas d'adultère ou bien de tromperie, je sais pas comment on appelle ça, je pense que c'est comme ça, euh, la femme ou le monsieur, ou le conjoint ou la conjointe euh, ne peut pas le prendre calmement, en fait. Donc, il y aura un- une partie d'agressivité, je peux dire ça comme ça, je sais pas trop. Et ça ne sera pas, ça peut pas être calme, même s'il faut, même si tu te travailles n'importe comment, en fait, tu peux pas causer comme si tu parlais, comme si c'était un petit problème de tu as fait ça, tu n'as pas fait ça, parce que depuis que vous parlez, je vois seulement c'est des petits exemples, en fait, qu'on peut parler et puis on discute et on pardonne. Je comprends le fait qu'il faut respecter, le fait qu'il faut aimer, il faut dialoguer, il y a tout ça. Mais il y a des types de problèmes sur lesquels je cause avec pas mal de personnes. Ils insistent sur le fait que vraiment, vu que c'est chacun qui sait comment euh, il ressent le problème, comment il fait face à la chose et comment il vit la chose, vraiment le dialogue en ce moment, il est souvent parfois très difficile en fait. Parce qu'il y a la confiance qui est brisée, il y a le respect qui est déjà, qui a Qui est disparu mort. déjà, et et le dialogue, en fait, pour commencer à dialoguer, il faut une maîtrise de soi déjà pour demander qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on commence à se victimiser en disant, ah oui, il allait voir ailleurs, peut-être parce que j'avais fait comme ça. Pourtant, peut-être c'est un manipulateur, ou bien, en fait, c'est pourquoi je disais, il y a des exemples que vous avez pris, mais en ce moment, je pouvais pas parler vraiment, désolée, mais que pour moi, c'était des exemples, pas que des petits exemples, mais il y a des exemples que des femmes, ils font vraiment face à ça, que le dialogue, il est vraiment tellement difficile parce que si tu es face à un monsieur qui te manipule, qui est adultère, qui te dit aujourd'hui tu as pardonné et demain il refait la même chose, le dialogue, il ne peut pas être que doux en fait. Ça sera pas cette démarche-là d'être calme et tout ça. Donc, je sais pas si j'ai parlé de ça un peu trop tard, mais en fait, c'est un exemple que j'ai vu, que j'ai causé avec quelqu'une et qui, quand elle m'a parlé de ça, elle était catégorique que vraiment, il n'y a pas de dialogue, en fait, parce qu'elle ne comprend même pas comment la chose a bien pu se passer. Et un autre exemple aussi, comme Claire, elle parlait de lit, je prends un autre exemple, par exemple, un conjoint ou une conjointe qui fuit le bain ou qui brosse pas les dents ou qui ne se lave pas et peut-être veut venir exprimer. Je ne sais pas si les valeurs, on peut aussi les mettre en termes de euh, es- euh, les langages d'amour, en fait. Je ne sais pas si on le met aussi comme ça dans la catégorie. En fait, exprimer ces langages d'amour. Il y a d'autres groupes aussi où parfois c'est difficile de connaître le langage de l'amour de sa personne parce que les cultures, elles sont différentes. Il y a d'autres qui vivent avant de se marier et d'autres que tu ne connais pas. Alors, quand tu es en phase de copain-copine après les fiançailles, il sera toujours propre, bien brossé et tout. Mais quand tu arrives dans le mariage, là, c'est différent. Il se lave plus, ou bien il veut te faire bisous, mais la bouche, elle sent, ou bien euh, euh, il n'arrive pas. En fait, il y a des exemples. C'est pourquoi, quand vous étiez en train de parler, je disais, les exemples que vous prenez, c'est des exemples vraiment qui sont peut-être faciles à faire, mais il y a où, si tu dis à ton mari, va te laver, dans sa culture, pour lui, peut-être c'est tellement compliqué. Mais hormis du mariage, tu pouvais pas le voir parce que quand vous vous voyez, c'était toujours propre, tout était bien. Mais par contre, quand maintenant vous êtes dans le mariage, tu vois autre chose que tu pouvais pas voir avant le mariage. Donc, ce qui fait que, au fur et à mesure que vous vivez, il y a le dialogue, oui, et il y a aussi cette partie-là que on doit modifier. Mais il faut aussi que la personne soit prête à réceptionner ce que l'autre
l'autre exprime en fait. Sinon, après, il y a tellement de conflits parce que l'autre parle, même si tu pars en douceur, mais il y en a vraiment qui sont têtus. Il y en a vraiment qui sont dans le mode j'ai toujours raison. Et moi, c'est comme ça qu'on m'a éduquée. C'est comme ça que je suis. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Mais là, tu es déjà dans le mariage. Alors, il y a parfois des difficultés que ce n'est pas si facile, à mettre en place des solutions rapides, mais qui vont prendre vraiment beaucoup de temps, en fait. Je pense que je vais couper là pour le moment. Et merci. Good. Merci beaucoup, Lynn. En tout cas, juste avant que le point de vue vienne compléter, je résume un peu ma compréhension de ce que tu as dit. C'est qu'en gros, la communication non violente, elle a des limites dans certains contextes. Et que à côté de ça, il faudrait, en tout cas, l'idéal serait que l'autre veuille bien faire des compromis pour changer certains points pendant qu'on est bienveillant. Parce qu'il faut éviter la répétition, voilà, parce que sur certains points qui sont, entre guillemets, banals ou fondamentaux, voilà, l'idéal serait qu'il fasse aussi sa part des choses pour faire un pas, que ce soit sur le long terme ou pas. Et l'autre problème, tu as dit, le problème de l'ordre de l'adultère et tout, c'est qu'en gros, voilà, c'est presque impossible d'être zen parce que l'ampleur du problème est telle qu'on a déjà pardonné, la confiance est déjà brisée et même d'être calme déjà, c'est plus envisageable. Bon, là-bas, je ne connais pas quelle est la solution, mais je vais laisser les autres s'exprimer. En gros, c'est les deux cas de figure que j'ai retenus, les deux alertes rouges. Oui, alors elle parlait aussi d'emprise et de manipulation. Si on peut, ça mériterait un approfondissement sur plusieurs thèmes, sur plusieurs webinaires en même temps. Un début de réponse que je peux donner par mon expérience personnelle, pour avoir vécu sous l'emprise d'un pervers narcissique pendant plus de 7 ans, c'est que ce moment de colère et de pas avoir de possibilité de garder son calme, c'était presque pas connu pour moi, en tout cas au moment où je l'ai vécu, parce que j'étais tellement sous l'emprise que même la tromperie qui avait lieu devant moi, j'étais encore capable de dire « Ah oui, mais même ». Quand on est sous une emprise telle qu'on ne voit même, on ne voit même plus jusqu'à la souffrance qu'on ressent. Quand je me suis recentrée sur mes valeurs, sur ce que je voulais, déjà sur la confiance en moi, il a fallu que je travaille, de commencer à me dire ce que je vis n'est pas normal. Je ne le ressens pas comme quelque chose étant normal. Pourquoi je ne le ressens pas comme quelque chose étant normal? Qu'est-ce qui me fait souffrir? J'ai commencé à travailler sur la confiance en moi. À partir du moment où j'ai eu un peu plus confiance en moi, j'ai pu détecter ce que je voulais, ce que je ne voulais plus. Quelles étaient mes valeurs personnelles? Quelles étaient apparemment ses valeurs à lui, ou en tout cas les valeurs qu'il me proposait? Et est-ce qu'il y avait encore des valeurs communes? Oui ou non? À partir du moment où je me suis dit non, il n'y a plus aucune valeur commune et ce qu'il me propose dans cette vie de couple ne me convient pas, de pouvoir se dire qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je reste victime avec mon bourreau ou est-ce que je deviens maître de ce que j'ai envie, maître de ce que je veux avoir, maître de ce que j'aimerais qu'on me donne, et je m'en vais. Ce n'est pas facile, ce n'est pas en 2 jours ou en 1 heure, mais ça peut se faire. La question, c'est qu'est-ce que je veux vraiment et ce que je vis, est-ce que ça me convient? Donc ça, c'était pour la première partie, mais ça mériterait d'être encore plus approfondi parce que c'est beaucoup moins simple que les quelques mots que je viens de vous donner. Et la deuxième, c'était sur les exemples de, par exemple, propreté entre avant le mariage où c'est tout beau, mais c'est un peu comme, on parle de la propreté, mais c'est sur plein de choses, hein, ou avant le mariage ou avant toute fiançailles, on a des petites attentions, des bouquets de fleurs des fois,
des sorties souvent, et pour prendre le gros stéréotype, après le mariage, c'est bière et foot à la télé. Ça nécessite de pouvoir dire que ce n'est pas OK, qu'on n'a pas signé pour ça. Alors, c'est grossier ce que je dis, mais on peut le dire. On peut le dire avec respect. Ça ne veut pas dire tu ne te laves plus, tu ne prends plus soin de toi, tu ne m'honores plus, ou tu... voilà, ça nécessite de pouvoir dire que j'aimais bien quand de temps en temps, on se parfumait, tu te parfumais, on se voyait, je me sentais belle, je te trouvais beau. Voilà, de pouvoir revaloriser une situation qui était vécue comme quelque chose d'agréable et de positif, sans incriminer l'autre dans l'état actuel où on suppose que lui, il le vit bien et que nous, on le vit mal. Se pose aussi la question de est-ce qu'il le vit bien? Est-ce que des fois, quand on se lave plus, c'est peut-être qu'on a une estime de soi qui est dégradée. Donc, est-ce que finalement, la personne avec qui on vit s'estime toujours autant qu'au début de la relation? Et c'est ce que disait Rosalie. Un couple, c'est des valeurs qui sont en permanence en train de bouger, d'être en mouvement. Peut-être que la valeur principale au début de la relation, c'était d'être au meilleur tout le temps pour être apprécié de l'autre, et qu'on a peut-être cette impression que c'est acquis et on change notre valeur principale dans le couple. Et qu'on se dit, bah, je vais peut-être faire moins d'efforts parce que je sais qu'elle m'aime. Elle s'est mariée avec moi, donc c'est que quelque part elle m'aime. Donc peut-être que j'ai besoin de moins faire d'efforts là-dessus pour faire autre chose. Et c'est de pouvoir dire, ben, en fait, moi j'aimais bien quand tu te faisais tout beau. Et puis, je te trouve toujours aussi beau, mais c'est vrai que bah, quand tu faisais ça, j'avais l'impression de compter pour toi, j'avais l'impression de... Voilà, c'est des petits exemples comme ça, il y en aurait tellement d'autres. Et c'est vrai que chaque situation de couple étant particulière, il y a autant de couples qu'il y a de personnalités. Donc, quand ça match entre deux personnes, le voisin d'à côté, ils ont beau être très sympathiques et vous pouvez avoir des points communs avec vos voisins, et pourtant leur couple à eux sera complètement différent du vôtre. Il y a tellement d'exemples qu'on pourrait faire tellement de réunions là-dessus, de webinaires ensemble. Mais voilà, l'important, c'est de pouvoir dire non, ça n'est pas OK, ça ne me convient pas. Et de pouvoir dire, ça me convient tellement pas que j'en souffre et que j'en souffre depuis tellement de temps que je peux partir aussi. Et de ne pas se poser en victime. De refuser d'être en permanence cette victime-là. Mais ça demande déjà de pouvoir être accompagné parfois, de travailler sur la confiance en soi, parce que ça demande beaucoup de confiance en soi pour dire je m'en vais. Good, voilà. Good. Et on pourrait encore développer sur ça. Merci beaucoup. J'espère avoir répondu un peu aux questions de Lynn. Je pense que une partie, oui. Une autre partie, je crois que un webinaire, c'est vraiment petit pour plus de la question, en fait, parce que juste pour ajouter sur ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, ça dépend aussi des cultures, en fait, les prises de décision comme ça, parce que il y a des ils cultures sont où on ne tellement part pas. bloqués. Oui, en mi qu'on ne part pas, il y a des cultures où il y a pas l'égalité entre hommes et femmes. Il y a des cultures où, en fait, avec les gens en fait que j'ai eu à parler, ils sont dans un mode où c'était comme s'ils n'ont pas de prise de décision. Ils ne peuvent pas exprimer ce qu'ils ont en fait, parce que ils peuvent exprimer quand on parle entre collègues, entre amis, mais ils souffrent vraiment tellement qu'ils ne savent pas comment vraiment le faire parce que la culture ne permet pas. Et aussi parce qu'ils sont déjà dedans et ils disent, bon, on va faire avec, ou bien à cause des enfants, ou à cause de ceci, ou à cause de cela. Et là, quand ils sont bloqués comme ça, c'est vraiment difficile de pouvoir les aider parce que on ne sait pas comment vraiment aider quand ils sont bloqués dans le système, en fait.
Mais merci pour l'échange. Mais au-delà de la culture, il y a même une question de norme, c'est-à-dire que dans une culture même européanisée, si la norme qui a été observée, inculquée, et même par mimétisme, des fois depuis la tendre enfance, il y a des familles où divorcer, c'est hors de question. Parce que Oui, ça ne se fait pas, qu'on ne l'a jamais fait, c'est il faut rester inadmissible. absolument ensemble. C'est C'est inadmissible, il ça. faut rester ensemble pour les enfants. Regarde ton père et moi, même si on n'est plus aussi amoureux qu'au début, bah, on est resté ensemble pour vous. Il peut y avoir de la culpabilisation aussi qui est faite. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui demande... alors, qui demanderait presque de se dire jusqu'à où je suis capable d'accepter. D'accepter. Jusqu'à où je suis capable d'accepter. Ça Là, dépend quand je parle vraiment voilà, beaucoup. ça dépend de la culture, de la Ça norme. vraiment Et, beaucoup. Il y a tellement de hum, choses hum, qui viennent dans ça que ça, vraiment, ça c'est ça. dépend de beaucoup de choses. Et qu'est-ce que je pourrais faire en sachant que dans ma culture, si je fais ça, alors moi j'avais même une amie qui a dû changer d'île pour ne pas être pourchassée, hein, pour être clair, quand elle a quitté son conjoint qui était violent avec elle. Ça a demandé de se dire jusqu'à où je suis capable d'aller pour me sentir bien. Mm. Est-ce que qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte plus? Est-ce que je suis capable de partir loin, très loin? Est-ce que je suis capable d'aller dans une association où je me cache pendant quelque temps? Est-ce que je suis capable d'aller déposer plainte? Ça demande tout ça. Qu'est-ce que je suis capable d'accepter ou pas? C'est ça. Et c'est très complexe, c'est des affaires très complexes et qui nécessitent de pouvoir être accompagné aussi, de ne pas être seul dans ce processus-là. Le souci, c'est qu'il faut qu'elles s'ouvrent aussi, ces femmes-là. Parce que pour l'exprimer, c'est souvent très difficile. Et c'est quand on pousse parfois des conversations qui n'ont rien à voir, qu'elles commencent à s'exprimer en fait. Et là, c'est où on Mais c'est sent ce qu'il y a qu'expliquait un vraiment peu Georges au besoin. début. C'est ce Oui, qui exprimait Georges au tout début, c'est-à-dire de pouvoir accepter que la personne, on sait qu'il y a un truc, d'accepter que la personne ne s'exprime. Il commence à être tard chez moi, je commence à être fatiguée. D'accepter que la personne ne s'exprime pas et peut-être juste dire voilà, je suis là. Mm. De ne pas aller chercher à trouver l'information tout de suite, mais dire ok, je suis là. Si à un moment donné il y a besoin, je suis là. Et j'essaierai d'être là sans jugement, sans a priori, juste être là. Je pense que si je ne me trompe pas, là, Lynn parle plutôt du fait que les personnes qui sont en souffrance ne puissent pas, entre guillemets, c'est ça. extérioriser leur souffrance en présence de leur conjoint. Et du coup, la question, c'était plutôt comment l'aider à extérioriser ça, parce que les dynamiques de couple, comme en plus c'est généralement confidentiel, on a peur de le dire au voisin, à l'ami, parce qu'on a peur de, voilà, déjà, c'est pas agréable de dire qu'on a des problèmes de couple. Donc, il y a souvent une forme de tabou. Et quelque part, ça reste toujours un peu d'actualité parce que beaucoup de personnes préfèrent garder, et c'est même souvent encourager, leurs problèmes de couple dans leur cœur, ventre, je ne sais pas, que de l'extérioriser. Et la souffrance s'accentue encore plus qu'elle ne sorte pas. Donc, comment donner le moyen à ces personnes de s'exprimer? Je dirais que il y a pas mal de groupes de parole qui existent souvent face à des associations, des choses comme ça, mais j'avoue que pour avoir été contact avec certains, c'est généralement dans les cas extrêmes de violence conjugale où il faut vraiment des faits avérés, où il faut vraiment limite il faut quelque chose de tangible, sinon la loi ne le reconnaît pas. C'est ça le problème avec le psychologique. Le psychologique, tant que ce n'est pas tangible, le pénal ne peut pas le reconnaître. Les gens ont besoin de choses concrètes. Donc, c'est ça la limite, c'est que malheureusement, il faut souvent que l'autre personne soit arrivée à l'extrémité pour qu'on puisse rentrer dans un circuit d'accompagnement avec diverses associations, etc. Maintenant, à côté de ça, moi, je dirais que il y a déjà ce qu'on fait là. C'est pour ça que c'est aussi organisé. Il y a d'autres choses à venir. Donc, je pense qu'il y a toute une éducation ou, si vous voulez, une sensibilisation à la vulnérabilité de couple qui est à mettre en place
c'est un peu comme si on a perdu une forme d'éducation qu'il y avait avant où, voilà, le tonton, on discutait qu'on ne discute pas que, voilà, mais qu'on discute des réalités avant d'être dedans. Et du coup, le moment venu, peut-être je saurais que, voilà, si je suis bloqué, peut-être si je ne peux pas discuter avec mon conjoint, mais peut-être je peux aller trouver un oncle avec qui je suis proche, une tante avec qui il est proche, pour aller lui dire, je ne sais pas, des choses comme ça, mais le cas par cas fait que c'est délicat de se donner une solution passe-partout. Ça n'existerait pas, ça. C'est pour ça que je disais qu'il y a autant de couples qu'il y a de personnalités. Good. Oui, mais enfin, moi, c'est intéressant ce que vient de dire Lynn, là, et ce que tu disais est clair, c'est savoir jusqu'où je peux aller. Parce que même, enfin, moi, je suis chrétien catholique, mais j'ai dit à certains couples, il faut vous séparer. Parce que c'est pas, on n'a pas, alors je dirais, c'est au départ que les choses ont été mal préparées, je dirais. Parce qu'il y a aussi les parents, qu'on soit marié ou pas, le problème, les enfants sont là. Et imposer que le couple reste, les enfants, ils ne sont pas idiots, ils souffrent, et puis qu'est-ce qui va se passer, quoi? Moi, je vois ça. Donc, il y a des limites à ne pas dépasser, savoir ce que disait Claire, jusqu'où je peux aller. Après, eh bien, il faut que je prenne une décision, quoi. Parce que moi, je leur dis toujours, vous vous séparez, d'accord, c'est votre choix, et c'est peut-être important pour votre équilibre personnel de chacun. Mais vous restez parents. Vous restez parents. Et les parents, ils doivent s'occuper des enfants. Donc, si on est arrivé à un point de non-retour, devenez des parents, restez des parents, vous allez voir. Donc là, on revient sur la notion de respect. Si on ne se sent pas respecté, jusqu'où je peux aller, mais avant que ça casse, si on a des enfants, il faut rester parents. Et de toute manière, le conjoint, il faut aussi le respecter, mais il faut se faire respecter. Ça me paraît important. Maintenant, il y a une chose que je voudrais dire justement à Lynn. Quand on est fiancé, lorsqu'on se fréquente, je dirais là un petit peu de psychologie, de bas étage si vous voulez, mais l'homme et la femme, ça ne fonctionne pas pareil. Ça ne fonctionne pas pareil. Une femme, je dirais, pour donner une image, c'est une armoire. Vous voyez? Vous ouvrez les battants de l'armoire, toutes les étagères sont accessibles. Tout le temps. Quand l'homme il fréquente sa future, ou bon, eh bien, il fonctionne aussi un peu comme ça. Mais dès qu'il est en couple ou qu'il est marié, il devient une commode. Et une commode, c'est commode. Parce qu'on ouvre le tiroir travail, il est au travail. Demain, tu penses à moi, quand on est fiancé ou quand on est en train de... Oui, on pense. Mais quand on est marié ou quand on est en couple, ça y est. Maintenant, je suis au travail, je suis au travail. Alors, tu disais, je ne sais plus, bière, foot et... Bon, ben, ok, mais ça fait partie. Là, il est dans ses loisirs. Il a ouvert le tiroir de la commode de loisirs. Et le reste ne compte pas. Donc là, il y a des choses aussi, il faut arriver à ce que peut-être on devienne aussi plutôt armoire, quoi, plus ou moins. Hein. C'est-à-dire, il faut, et dans toutes les cultures, c'est comme ça, hein, qu'on ne veuille ou pas, c'est plus ou moins comme ça, disons. Donc, il faut quand même parler. Moi, les gens que je reçois, ils me disent, mais ça, on l'a fait. Non, si vous l'aviez fait, vous n'en seriez pas là. Il faut parler. Parler pour des petits riens, des choses. Quand on sent que ça commence à dériver, il faut voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Si on attend qu'on soit dans un gros problème, ce sera difficile. Quoi, vous voyez. Et les problèmes arriveront quand même, mais on pourra peut-être en éviter beaucoup, quoi, vous voyez. Donc, pour moi, je crois qu'il faut se parler, et puis se parler. Et puis souvent se parler, mais surtout pour des petites choses qui font qu'on se comprend mieux,
Bon, là, vous avez parlé de l'adultère. Moi, j'ai des cas que je pourrais vous dire. Mais bon, disons que c'est terrible à vivre et à comprendre, parce qu'il y en a qui arrivent à se parler et ça peut repartir. Mais il y en a, c'est fini, quoi. C'est fini, fini, fini. Et je le comprends aussi. Mais ceux qui ne comprennent pas, c'est les enfants, quoi. Donc là, le drame, il est là, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci, Georges. Pour le écho. Merci, Georges. Je ne sais pas si Lynn a ces questions répondues. Oui, c'est répondu. Merci beaucoup. D'accord, merci. Peut-être une dernière question et après, on va essayer de clore parce qu'on a déjà débordé. Manabang, tu voulais parler? Non, non. Ah, ok, d'accord. Non, non, ok. Juste rapidement, peut-être Claire, on peut passer aux exercices de sophrologie que tu voulais Ouais. nous proposer. Oui, alors ça c'est pareil, c'est des exercices que j'enregistrerai par la suite et j'enverrai l'audio à Aubin qui pourra vous les distribuer par voie de mail. Je suppose que c'est comme ça que tu fais, Aubin. C'est deux pratiques dont vous vous servirez ou pas, que vous testerez ou pas, mais au moins elles auront le mérite de vous appartenir une fois qu'elles vous seront envoyées. La première, c'est ce qu'on appelle la sophro-présence du positif. C'est une pratique sophrologique qui permet de pouvoir, en quelques instants, ressentir de l'agréable et du positif à l'intérieur, comme on l'a déjà ressenti. On a tous une mémoire corporelle. Le positif, l'agréable, génère en nous des phénomènes physiques. Et la sophro-présence du positif permet, à force de la pratiquer, de pouvoir générer chez soi tous ces phénomènes physiologiques, physiques, psychologiques qu'entraînent le positif et l'agréable. Ça, c'est une pratique qui permet, notamment quand on est dans une gestion d'émotions qui est plutôt à l'inverse désagréable et qu'on a l'impression qu'on va se sentir débordé par cette émotion et ne pas réussir à garder ce fameux calme, cette fameuse écoute dont on parlait tout à l'heure. C'est une pratique qui, à force d'être répétée, va permettre de pouvoir, en fermant les yeux et en respirant quelques instants, se remettre dans quelque chose de plus agréable et positif là, et qui du coup va permettre d'être disponible à l'autre aussi. Pourquoi je vous dis qu'à force d'être répété? Parce que la sophrologie, ça s'ancre par la répétition. C'est pas en pratiquant une petite fois un exercice que on va, voilà, c'est régulier, se prendre ça. Alors une sophro-présence du positif en soi, ça demande 15 minutes, quoi. 15-20 minutes. Si vous avez 15-20 minutes une fois par semaine ou 2 fois par semaine, voilà. À vous poser, à vous mettre les écouteurs, à vous poser, à vous asseoir allongé ou même debout. Voilà. À force de pratiquer, même en faisant la vaisselle, on peut faire une sophro-présence du positif quand on en a besoin et qu'on est énervé parce qu'il y a les gamins derrière qui n'arrêtent pas de piailler dans les oreilles, de courir partout entre les jambes, le conjoint qui nous énerve ce jour-là. Enfin voilà, ça permet de se poser un peu. Et la deuxième, c'est une expérience sophrologique qui est un peu plus profonde. Alors ça qui permet d'aller à la rencontre de quelles sont nos valeurs, de quels sont nos besoins respectifs et comment on veut se projeter plus tard. Ça s'appelle, alors attention, ça va être un gros mot, la sophro-tridimension. Alors là, celle que je vous proposerai dans l'enregistrement, c'est la sophro-tridimension d'un sentiment de confiance. Vous verrez, vous expérimenterez, ça demande de prendre un moment de votre vie où vous avez eu ce sentiment de confiance, confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en l'existence, voilà, un sentiment de confiance, et d'aller l'observer, ce sentiment de confiance, comment vous le viviez dans le passé.
comment vous viviez ce sentiment de confiance avant. Quels étaient les protagonistes peut-être qui étaient présents, quelles étaient les émotions que vous ressentiez autres, quels étaient les phénomènes physiques que vous ressentiez, qu'est-ce que vous mettiez en place pour obtenir ce sentiment de confiance. Et puis vous allez prendre cette même situation que vous avez vécue dans votre souvenir et vous allez faire comme si vous allez la vivre aujourd'hui, avec vos valeurs actuelles, avec votre confiance en vous ou pas actuelle, mais en tout cas, ce même sentiment de confiance que vous avez ressenti, comment aujourd'hui vous le vivez. Qu'est-ce que vous mettez en place? Quels sont les phénomènes que vous ressentez? Quelles sont les personnes qui sont présentes? Voilà. Et puis, on va prendre ce même moment de sentiment de confiance et on va essayer de le projeter dans le futur. Comment vous aimeriez être? Qu'est-ce que vous aimeriez ressentir? À quel degré vous aimeriez que ce sentiment de confiance aille? Est-ce que vous aimeriez qu'il soit encore plus fort que ce que vous vivez aujourd'hui? Moins fort? Identique? Et qu'est-ce que vous mettez en place pour l'obtenir? Et ensuite, on regarde la pratique sur son ensemble, le passé, le présent, le futur, et on observe sur ces 3 phases-là, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est notre positionnement? Est-ce que c'est notre vécu? Est-ce que c'est nos expériences? Voilà, on essaie d'observer ce qui a changé. Et après, l'audio vous fera sortir de la pratique. Donc, c'est un exercice qu'on peut faire avec énormément de... Ça peut être un sentiment de confiance en soi. Ça peut être même avec un objet. On peut faire une sophronétrie d'émotions sur un objet. D'essayer d'imaginer le passé de cet objet, le présent de l'objet, et ce que serait le futur de cet objet. Ça peut, là, c'est tourné sur soi parce qu'on est dans un webinaire qui parle aussi de personnes, d'humains, et que c'est un exercice qui va vous permettre de commencer à questionner vos valeurs, vos besoins, et tout ce dont on a parlé pendant toutes ces 2 heures, presque. Good. Juste pour rassurer les autres, elle a juste décrit, mais vous verrez, c'est comme avec l'audio, vous êtes accompagné en fait. C'est-à-dire, c'est un peu comme vous êtes accompagné par vous ma êtes voix. guidé. Donc, oui, c'est vrai que là, à décrire, ça peut paraître plus complexe que ça ne l'est vraiment, mais c'est comme une méditation guidée, voilà. Et puis, vous avez qu'à suivre. Donc, en tout cas, quand Claire me l'enverra, j'enverrai à tous les gens qui sont là présents. Enfin, j'ai vos emails, donc vous pourrez expérimenter vous-même et peut-être faire des feedbacks si nécessaire. Et puis, voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a un mot de la fin qu'il voudrait dire ou bien ajouter ou des questions à aborder la prochaine fois. J'ai une question. C'est vraiment une question de curiosité parce que je me rappelle, Claire, tu as dit que tu étais à La Réunion, c'est bien ça? D'accord. Oui. Parce que du coup ça me revient à l'instant et en fait, par curiosité, j'aimerais bien savoir un petit peu de quels horizons viennent tout le monde, tous les participants au webinaire ce soir, parce que je crois comprendre que nous sommes au moins de 3 pays différents ici. Yes. Ouais, moi, je commence. Je suis de la Belgique. Voilà, je suis en Belgique. OK. Claire de La Réunion. Moi, je suis en France, mais actuellement au Cameroun. En France aussi. Alors moi, je suis en France, mais je connais La Réunion, je l'ai en Martinique. J'ai beaucoup voyagé pour mes activités de conseiller conjugal. Donc, je connais les problèmes de La Réunion et de la Martinique au niveau des couples. OK. Tatiana? En France. Lynn? France. Jeanne-Laure? Je réside en France. Patrick? Je réside également en France. Manova? Français. Au dernier webinaire, on avait même une personne qui était en Allemagne. Ouais. Oui, oui. Ça va très vite, que Zoom n'a pas de limite. Okay. Oui, c'est merveilleux. Merci pour tout ça. D'accord, mais en tout cas, merci à vous aussi de vos échanges.
Parce que le mot partage résume assez bien. On a trouvé des surprises, plutôt des bonnes jusqu'à présent. OK. Ben, sur ce, je dirais merci à tout le monde et puis n'hésitez pas pour les prochaines fois si vous avez des... J'enverrai un mail, hein. On envoie toi un mail pour savoir des choses qu'on peut améliorer, des sujets qu'on peut aborder puisque ça nous vient toujours des participants. Et puis voilà, en fonction de ça, on calibre. Puis je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde.